Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent pour apprendre Point Photo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter avec Jean-Christophe Béchet et vous allez voir, ça balance encore quelques phrases chocs. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'editing en photo. Alors, on va reparler de ce qui se cache derrière ce terme, mais globalement, si vous avez déjà eu du mal à choisir quelle photo sélectionner parmi vos 4568 clichés de vos vacances à la Baule, ça va vous intéresser. C'est un sujet dont je voulais vous parler depuis longtemps, et parce qu'en effet, quand on a une pratique très amateur de la photographie, sélectionner ces photos, ça revient souvent à sélectionner les meilleurs. Et ça, j'ai déjà pu un petit peu vous guider dessus. Mais vous le savez sans doute si vous me suivez depuis un moment, voilà, il est arrivé un moment où j'ai eu marre de faire les photos que tout le monde faisait et je suis passé à une pratique plus artistique. J'ai publié quelques vidéos sur mes séries que je vous mets en description hein, si vous aviez raté à l'époque. Et en fait, très vite, quand on fait ça, ça devient évident que l'editing, c'est-à-dire grosso modo la sélection des photos, c'est en fait le cœur du problème et c'est une vraie compétence supplémentaire qu'on doit avoir en tant que photographe et dont pourtant personne ne parle parce qu'on préfère vous vendre que le Fuji X106, ça va changer votre pratique photo ou je sais quelle connerie. J'ai donc voulu vous aider sur le sujet et ça commence donc avec cette discussion avec Jean-Christophe Béchet, dont vous avez déjà pu voir une interview ici il y a quelques années. C'est un petit peu la suite spirituelle de cette interview si vous voulez, mais vous allez voir à la fin que ça va aller beaucoup plus loin car on a bossé sur un gros projet ensemble. Allez, c'est parti, on se retrouve avec Jean-Christophe. Jean-Christophe, merci de m'accueillir pour presque ce deuxième épisode, j'allais dire. Oui. Un peu plus particulier, mais on est un peu dans le même contexte. On va parler de choses qui sont quand même assez liées. Alors tout le monde n'a pas vu le premier, malheureusement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un lien, allez le voir à la fin de cette vidéo, mais vous devriez. Du coup, quand même, refaisons les présentations. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de toi et de ton parcours ? Donc mon parcours, on va dire que vraiment la photographie, je l'ai commencé par un stage, donc c'est pour ça que j'en parle souvent, parce que je pense que les stages sont une bonne façon de découvrir la photographie vraiment dans sa pratique. La photographie se prête bien au stage. En 5 jours, on peut vraiment trouver une écriture, ou en tout cas remettre en cause certaines habitudes. Donc j'ai commencé par un stage photo, j'avais 20 ans, et avec un photographe qui ensuite est devenu très célèbre, mais c'est pas pour ça que j'avais fait ce stage avec lui. À l'époque, il était vraiment très peu connu. Il s'appelle Sebastião Salgado, donc je pense que vous le connaissez. Et à la suite de ce stage, j'ai eu vraiment, j'ai eu un coup de foot pour la photographie, pour Salgado. Et je me suis renseigné, j'ai décidé d'arrêter mes études d'économie et de basculer vers la photographie. Une école de photo s'était créée pas très loin de là où j'habitais. Je suis marseillais d'origine. Il y avait une école à Arles qui avait été créée quelques années auparavant. Voilà, j'ai passé le concours d'entrée, j'ai été pris. Et donc là, voilà, je suis rentré dans cette école de la photo. À la suite de l'école de la photo, je suis parti travailler et photographier en Afrique centrale. Donc j'ai acquis un peu une expérience comme ça, à la fois dans une école photo et à la fois du terrain. Je voulais être reporter, mais pas forcément dans l'actualité chaude. Je rentre à Paris, enfin je rentre à Marseille, puis je m'installe à Paris comme photographe indépendant. Et puis au fur et à mesure de mes rencontres, pendant 4-5 ans, je rencontre un magazine photo avec qui tout de suite, le courant passe. Je m'investis un peu dans ce magazine. Je finis par être assez impliqué, rédacteur en chef adjoint du magazine, rédacteur en chef des hors-séries. Mais donc pendant 20 ans, je vais m'occuper de ce magazine. Certains m'ont connu dans ce magazine. Mais en parallèle, j'ai toujours voulu garder une activité de photographe. C'est-à-dire pour moi, j'aime bien l'idée que ceux qui conseillent pratiquent. En fait, voilà, j'aime bien l'idée que si quelqu'un donne des cours de cuisine, il fasse la cuisine aussi. En fait, en plus, aller manger dans un restaurant, on peut ne pas aimer sa cuisine, mais au moins, il pratique. Et souvent, dans la photographie, au début, j'avais été un peu, entre guillemets, surpris de voir beaucoup de gens qui donnaient des conseils aux autres et dont on ne voyait jamais les photos. Donc je trouve que, bon, après, c'est prendre un risque de donner des conseils et de montrer des photos, mais bon, c'est un peu la règle du jeu. Donc dans ce magazine, l'idée, c'était de rester photographe, en tout cas pour moi, et de continuer à expérimenter la photographie et de l'expliquer. Et tout le monde le sait, expliquer aux autres, ça aide à sa propre pratique, puisque ça permet de mettre au clair. Surtout qu'il se trouve que j'ai été dans cette activité double au moment du passage au numérique. Donc j'ai été à un moment où à la fois je recevais des infos, je devais changer. J'avais une vraie culture argentique, j'avais fait une école de photo, je maîtrisais tout et puis le monde changeait. Il fallait que je m'adapte et il fallait aussi que j'explique cette adaptation aux autres qui pouvaient être aussi bien des gens réfractaires au numérique qu'au contraire des gens venus du numérique, quoi, des informaticiens qui eux avaient envie d'apprendre la photo. Le numérique a redistribué un peu les cartes, a intéressé à la photo des informaticiens, pour employer un terme vague, et puis il y a ceux qui faisaient de la photo qui n'aiment pas tellement l'informatique, mais qui ont été bien obligés de s'y mettre à l'ordinateur et à tout ça comme objet non seulement de travail, mais de création. Donc voilà, et là, j'ai mené une activité personnelle de photographe sur le livre principalement et sur les expos, puisque du coup, j'avais une activité de journaliste à plein temps dans ce magazine, et j'ai dégagé toujours du temps pour travailler personnellement notamment sur le livre photo. Enfin, on est un peu entouré de livres. Ceux qui ont suivi la première vidéo connaissent ma passion pour le livre.
Je pense que le livre est le premier vecteur de transmission et de diffusion de la photographie. J'adore les expos, mais c'est vrai que le livre reste dans l'histoire de la photo, pour moi, central. La photographie, c'est d'abord le livre. Et maintenant encore, fondamentalement, à l'heure où on nous parle beaucoup de dématérialisation et comme ça, d'échanges, de partage sur les réseaux, et voilà, c'est pas antinomique, mais c'est vrai que le livre, la production de livres reste importante et le livre là. Donc j'ai mené une vie de photographe à travers des livres, des expos. Je dois avoir fait une trentaine de livres en presque en 25 ans. C'est un peu fort de cette expérience que j'ai repris après avoir arrêté mon activité de journaliste aussi, une activité dans des workshops ou dans des conférences ou dans des rencontres. J'aime bien cette idée de transmettre ce qu'on a vécu, de ce qu'on a essayé, parce que j'aime bien cette idée aussi de rater, de rater encore, de rater mieux, pour reprendre la célèbre phrase de Beckett. Et parce qu'on est un peu là-dedans toujours, c'est-à-dire la photographie, on nous emmène trop souvent dans des chemins un peu balisés, où il faut répéter ce qui a été fait, où il y a des règles à suivre. Et je crois que maintenant, la photographie, si on voit des expos, c'est plus du tout ça, quoi. On est dans une façon de s'exprimer avec la liberté. Ce qu'il faut, c'est avoir un petit peu des outils, un petit peu de la culture, un petit peu d'habitude et un petit peu de pratique, pour ne pas être paumé, parce que ça ne veut pas dire s'exprimer, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi et ensuite le mettre ensemble et que ça intéressera les autres. Au contraire, plus on part vers quelque chose d'assez libre, plus on a besoin sans doute d'avoir une méthode et d'avoir une pratique, entre guillemets, assurée, quoi. Parce que c'est vrai que c'est plus facile finalement d'avoir une pratique en suivant des lignes de cadrage, de dire, bon voilà, il faut que la photo soit cadrée comme ça, elle est réussie si le portrait fait ça, le paysage est réussi s'il y a une belle lumière. Parce que finalement, c'est réussi, mais c'est le goût commun, quoi. Alors qu'en revanche, arriver à intéresser, ou du moins à faire passer une idée que la photo peut être intéressante en dehors de cadres préétablis, ça demande une culture de l'image et ça demande aussi une certaine sensibilité qu'on va appeler poétique, artistique, graphique, enfin voilà, les mots après. Donc j'ai beaucoup essayé de travailler là-dessus, pour moi d'abord, hein, soyons clairs, je pense que c'est important que soi-même, on se serve de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on voit pour son propre travail, mais aussi de le partager avec beaucoup de gens dont je voyais, entre guillemets, un potentiel, je voyais des choses intéressantes et je trouvais qu'au moment de la finalisation, le résultat final, je le trouvais décevant. Et c'est souvent le problème, c'est que je vois des photos, les gens me disent « Qu'est-ce que tu penses de mes photos ?» Je dis « Ouais, non, elles sont bien tes photos ». Puis quand je vois le résultat après, je dis « Ben non, j'aime pas tellement. Enfin, ton livre ou ton expo, je trouve qu'elle est décevante, qu'on aurait pu faire mieux, quoi. » Et là, on me demande comment on aurait pu faire mieux. Je dis, c'est tout un travail, mais bon, je te donne mon avis, c'est tout. Mais je pense qu'effectivement, le passage, c'est pas une expo, c'est pas une succession de bonnes photos individuelles. Un livre, pas une succession de bonnes photos individuelles. Un diaporama, c'est pas non plus ça. Il faut qu'entre guillemets, il y ait quelque chose d'autre, une forme de vision personnelle, de liaison entre les photos et le travail. Donc, c'est un peu le fondement de mon engagement dans la photographie. C'est de raconter des histoires, de partager ma vision du monde et de partager cette passion pour cette façon d'être, je finirai là-dessus, actif dans le monde, quoi. C'est-à-dire qu'on est très souvent spectateur, on regarde des films, on écoute de la musique, enfin bon, voilà. On peut faire de la musique, on peut faire des films, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'on est souvent dans une situation de consommateur. Et quand on prend un appareil photo, qu'on va quelque part, on devient acteur, entre guillemets, on n'est plus passif. On va sortir du réel des morceaux, des fragments du réel, des fragments de poésie ou des fragments de documents ou des informations ou quelque chose d'autobiographique. On devient, on va dire, on s'accapare le monde pour le traduire à sa façon, comme en écriture, comme en littérature, mais avec cette capacité de le partager visuellement avec les autres. Je trouve que la chance qu'on a avec toi, c'est d'avoir effectivement quelqu'un qui a à la fois un parcours de journaliste et puis de pédagogue, parce que tu as beaucoup expliqué de choses aux gens, donc tu as cette fibre-là, ce que tous les artistes n'ont pas. Il y en a beaucoup qui n'ont pas ni envie ni intérêt de le faire. Et en même temps, ta pratique artistique, et puis quand même, comme tu dis, une production de bouquins qui est une trentaine de bouquins en 25 ans, c'est quand même c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est quand même c'est du travail. Plus toutes les expos, où je ne sais pas à combien t'en es, mais c'est 70. Ouais, voilà, dans ce sens-là, donc ça fait quand même beaucoup aussi. Donc tu as dû faire ce processus beaucoup, donc tu as beaucoup d'expérience dedans. Et en plus, tu as aussi ce côté enseignement, et tu te rends bien compte que les gens ils partent peut-être de loin et tu n'es pas tête dans le guidon là-dessus. Donc je pense que tu es la personne idéale pour en parler. Et justement, c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, parler d'editing. Et donc, je fais la transition on va changer de vêtements par magie, parce qu'on va pas tourner le même jour, mais justement pour parler un peu plus profondément d'editing. A few moments later. On est là pour parler longuement d'editing, qui est un terme
qui, je pense, n'est pas forcément familier tel quel pour tout le monde, même si tout le monde, je pense, en a eu besoin, mais sans forcément avoir le nom en tête. Donc, est-ce qu'on peut peut-être commencer par définir ce que c'est, plus précisément que ce qu'il peut y avoir dans la tête des gens? Oui, le mot editing est un peu ambigu parce que c'est vrai qu'il vient de l'anglais, éditer, donc, qui veut dire choisir en quelque sorte. Et c'est vrai que dans les magazines, les gens qui choisissaient les photos, on les a appelés les picture editors, donc les éditeurs de photos. En France, on employait le mot iconographe, si on voulait être vraiment francophone. Mais c'est vrai que le mot de picture editor s'est un peu imposé. Bon, il y a des mots dans la photo, bon, la street photo, il y a des mots comme ça qui se sont imposés sous sa forme anglaise. Et le mot editing, en français, on n'a pas vraiment trouvé un mot. L'idée, c'est de savoir sélectionner ses photos. Parce que c'est vrai qu'en français, éditer des photos, on pense tout de suite à les mettre peut-être sur un papier, sur un livre. Voilà. Donc l'editing, ce n'est pas... Voilà, c'est éditer ses photos, ce n'est pas les mettre dans un livre, ce n'est pas forcément les rendre publiques, c'est, on va dire, tout simplement sélectionner ses photos. Mais ça a été aussi, dès le début, une question double, parce qu'en fait, il y avait à la fois le choix du photographe, c'est-à-dire lui-même, sur sa production, devait sélectionner des photos, et puis après, il les montrait pour les professionnels à des responsables de magazines, de galeries, d'éditions, qui eux-mêmes allaient sélectionner parmi leurs sélections celles qu'ils allaient présenter et publier. Et donc c'est vrai qu'on s'est mis à employer le même mot, et que maintenant je trouve ça pas mal qu'on ait un mot spécifique pour ça, parce qu'editing ne veut rien dire d'autre que ça, en fait, entre guillemets, en français. Maintenant, on peut dire que c'est une francisation d'un mot, il y en a eu d'autres. Parce que si on disait sélection des photos, ça serait assez vague. Si on disait édition des photos, on comprendrait plus. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire ce travail qui est à la fois inhérent à la photographie, enfin, c'est la base de la photographie, c'est-à-dire on produit beaucoup et on en garde peu. Un peintre ne va pas faire 300 tableaux il ne va pas en faire 300 et en montrer 2 à la fin. Un écrivain ne va pas écrire, même s'il y a beaucoup d'élimination de pages, il ne va pas écrire 7000 pages pour en garder 12. Nous, on n'est même pas dans ce ratio-là. Il ne va pas montrer. C'est ça, c'est demander à tout le monde. Voilà. Et il va lui-même sélectionner, réduire. En cinéma, on a un peu la même chose, on va dire, parce qu'on a cette idée de faire des rushs donc dans un tournage, et puis après, au moment du montage, on va réduire, et garder 1h30, 2 heures d'un film. Et il y a des cinéastes qui ont 15 heures de rush, 20 heures, et encore plus en documentaire, qui peuvent avoir, on connaît tout ça. Donc en fait, il y a beaucoup de pratiques où finalement l'auteur produit beaucoup, et finit par montrer qu'une petite partie de ce qu'il a produit. Et ça change la pratique artistique, parce que du coup, on intervient à 2 moments dans son travail, c'est-à-dire on intervient au moment où on produit la matière brute, et au moment où de cette matière brute, on extrait en quelque sorte la quintessence. Et d'ailleurs, pour garder le parallèle avec le cinéma, il y a une paire de réalisateurs parce que comme il y a tout l'aspect studio et qu'un film, ça ne peut pas faire 5 heures parce que personne ne va aller le voir en salle, ils réduisent de volume, mais des fois les réalisateurs ne sont pas contents parce que c'est pas leur vision et ils lâchent après leur propre editing du film. Et donc je pense que le parallèle avec le cinéma est intéressant parce que il y a les contraintes commerciales qui font qu'on ne peut pas faire trop long, et il y en a qui veulent quand même faire trop long, donc ils sortent ensuite leur version à eux. Qui est peut-être trop longue pour le cinéma, mais peut-être pas trop longue pour leurs fans. Donc, et donc il peut y avoir aussi plusieurs editings de la même œuvre selon le contexte, quoi. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec des films. Alors, évidemment, c'est plutôt les films célèbres qui ont bénéficié de ça, comme Apocalypse Now, où on a différents types de montages. Et alors, c'est pas que c'est pas le même film à la fin, mais si, quand même, dans certains cas, ça change beaucoup. Et en photo, une des clés de pourquoi on fait cette vidéo, c'est parce qu'on s'aperçoit que c'est l'editing qui va souvent donner sa personnalité à un style photographique, plus que la prise de vue. Voilà. Donc, en tout cas, c'est mon point de vue, mais c'est aussi mon point de vue à travers de tous les workshops que j'ai animés. Il y a une part d'editing, voire que de l'editing dans certains stages, mais dans d'autres stages, on fait de la prise de vue, puis on revient, on sélectionne, on regarde, on resélectionne, et au final, à la fin du stage, je pense au stage à Arles, mais dans d'autres, 4-5 jours, on montre qu'une dizaine de photos, 7, 8, 6, 7, sur peut-être on en a fait 800, 1500, 400. Et c'est toujours un petit peu ce moment magique où on arrive à synthétiser un peu ce qu'on a voulu montrer, et on s'aperçoit, on a des fois fait des exercices assez fascinants même, je veux dire. Même pour moi qui ai l'habitude, je suis toujours stupéfait par comment, à partir de la même base de photographie, on peut faire dire des choses différentes à la photographie, on peut faire passer un photographe pour quelqu'un de très plasticien, très conceptuel, très graphique, très géométrique, très poétique, juste en changeant 3-4 photos. C'est vraiment... Et là, on revient à l'idée du montage qu'on peut avoir en vidéo ou en film,
ou en changeant les plans, en mettant pas le même ordre, en mettant un plan court, un plan long, en mettant l'inverse. On change le sens de son travail. Donc il ne faut pas croire que, en photographie du moins, c'est ce que je connais le mieux, il ne faut pas croire que la photo est faite une fois qu'on a fait la prise de vue. La photo va prendre toute son ampleur, son sens et sa particularité quand elle va être mise en relation avec non seulement d'autres photos, mais aussi un contexte de présentation. Et l'editing, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il va falloir à la fois en faire un au départ de façon assez générique, et ensuite il va falloir effectivement le faire de façon assez pointue, assez précise par rapport à ce qu'on veut faire de ces photographies. Et c'est un peu pour ça qu'on va avoir besoin de plusieurs heures pour affiner tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que bon, bah, c'est pas compliqué, tu as l'habitude, je te donne 50 photos, tu me dis les 10 meilleures pour toi. Je dis non, ça marche pas comme ça. D'abord, c'est pas à moi de dire les 10 meilleures de quelqu'un d'autre, parce qu'à ce moment-là, en poussant plus loin, je pourrais aller avec lui sur le terrain et lui dire ben là, il faut appuyer là, il faut appuyer là, mettre ton cadre là, mettre ton cadre là. Non, il faut que la personne sache elle-même ce qu'elle veut dire, mais quelle est la culture, comme la culture du terrain, c'est de savoir où je mets l'appareil, où est la lumière, et éviter peut-être ce type de cadrage si c'est pas ça qu'on a envie de montrer, et jouer le flou si on a envie de jouer du flou, réduire la profondeur de champ, l'augmenter, tout ça c'est une grammaire qu'on apprend sur le terrain. Et en editing, il y a cette même grammaire, c'est-à-dire essayer de comprendre comment les photos vont jouer ensemble, ou même une photo unique, pourquoi cette photo unique va mieux marcher que celle-là. Parce que beaucoup de gens se posent la question de dire, bon, il y a 3 personnes qui préfèrent celle-là, il y en a 2 qui préfèrent celle-là, moi je crois que je préfère celle-là, mais je ne suis pas sûr, pourquoi pas celle-là? Je dis oui, mais il faut choisir. Parce que chaque fois, on ne va pas proposer 6 versions possibles à chaque spectateur d'une photo, parce que ça va dévaloriser. Donc c'est ça le paradoxe, c'est qu'à un moment, il faut choisir, et pour choisir, il faut avoir des critères qui peuvent évoluer avec le temps. Encore une fois, aucun editing n'est définitif dès qu'on le fait, mais que ces critères, on va essayer de voir qu'ils ne sont pas complètement subjectifs non plus, qui reposent sur plein d'habitudes, de culture photo, de façon d'envisager la photo, et aussi de sa propre envie de comment conserver ces photos. Est-ce qu'on a une pratique purement, entre guillemets, familiale, mémorielle? Est-ce qu'on a une pratique plus artistique? Est-ce qu'on a une pratique où on est intéressé par l'esprit documentaire? Est-ce qu'on a envie de transmettre ces photos à ses enfants et ses petits-enfants de façon relativement claire et ordonnée? Parce que on est tous d'accord que laisser à ses descendants 16 disques durs de 16 téraoctets avec 700 millions de JPEG, de RAW et de TIFF et de tout ce qu'on veut, c'est le cadeau empoisonné par excellence, quoi. Et donc ça veut dire qu'on laisse rien, en fait. Oui, oui, parce que personne va faire le tri là-dedans, ou ils vont s'arrêter très vite en tout cas. Voilà. Et c'est vrai que le numérique a poussé ça à l'extrême. On parlera aussi de l'argentique dans cette formation, parce que la base, c'est quand même la base de notre culture photo. Et beaucoup de gens y reviennent, aussi se posent des questions là, mais aussi parce que je pense que c'est en comprenant la culture argentique qu'on arrive à mieux éditer les photos numériques. Ouais. Mais c'est vrai qu'en numérique, on a eu beaucoup plus de prises de vue qu'en argentique, que le problème est devenu encore plus crucial. Parce que bon, tout le monde le sait, il y a une production énorme, et que garder 1 million de photos, 400 000, c'est tout jeter. Ouais. Faire un editing et en garder 200, 150, 300, 1000, encore une fois, tout dépend sous quelle forme, fichier, papier, on verra tout ça. Là, c'est les faire vivre, c'est les transmettre, c'est les laisser dans la mémoire collective, dans la mémoire familiale et dans la mémoire artistique. Après, il y a le numérique offre au moins cette liberté de pouvoir essayer plein de choses mais du coup, ça reporte le problème plus tard, C'est que... Exactement. Et donc, il faut passer ce temps-là, que voilà, peut-être à la prise de vue, on se dit, bon, ça m'a l'air intéressant, je vais le photographier, puis on verra bien après, mais du coup, il faut voir après, Il faut voir après, et puis il y a aussi le fait que le numérique permet de faire des photos qu'on ne pouvait pas faire en argentique. Ouais, bien sûr. Encore une fois, tous ceux qui ont connu le temps de la diapositive argentique, l'editing était plus facile, parce qu'on a déjà beaucoup de photos qui étaient ratées, il fallait être très précis techniquement. L'argent, ça coûtait relativement cher, donc on en faisait moins. Donc en fait, si on rentrait de voyage avec 20 films, ça faisait 700 photos. Bon, on faisait... Alors, il y a eu les projections diapo d'extrêmement mauvaise réputation, et à juste titre dans beaucoup de cas, parce qu'il y en a qui en faisaient plus que 700. Mais si vous faites une projection sur les 700, vous en gardez 400, la projection est tout à fait raisonnable, Ouais. Maintenant, qui revient d'un voyage de 15 jours avec 700 photos? En voyage, c'est une journée 700 photos. Facile. Ouais. Donc ça fait ça. Donc ça en fait 7000, 14 000. Et là, 14 000 photos. Bon, mais après, ça prend un temps fou de les sélectionner, tout ça. Et suivant quels critères, suivant quel voilà.
Et c'est tout ça qu'on va essayer de débattre en essayant d'être concret, de rentrer dans les cas particuliers de chacun pour que chacun puisse se retrouver dans cette En plus, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui approche. ont du mal à y trouver du plaisir, quoi. C'est qu'ils arrivent, ils ont une énorme masse de photos et ils se sentent perdus devant, ils ont peut-être pas autant de plaisir que ce qu'ils prenaient à la prise de vue et ça peut être important de retrouver aussi l'intérêt dedans que de trouver cette magie dont tu parlais tout à l'heure. Alors là, je vais être un peu direct. Si on n'aime pas ça, ben, il vaut mieux arrêter la photo, quoi. C'est-à-dire que on peut faire que des prises de vue, jamais les regarder. Bon, voilà, après, pour moi, c'est comme quelqu'un qui aime faire de la cuisine, mais qui fait jamais cuire quelque chose, quoi. Donc après, c'est sympa. On est très content qu'il adore la cuisine, qu'il lit plein de recettes et qu'il est au courant. S'il n'y a rien à manger au final, voilà. Bien sûr. Il faut se dire que quand même, on devrait avoir un plaisir à revoir ces photos. Mais je pense que si les gens ils prennent pas de plaisir, c'est aussi parce qu'il y a le côté perdu, quoi. C'est que ça leur paraît tellement gros que du coup c'est impressionnant. Et alors que je pense que quand on comprend comment faire, qu'on a un petit peu une ligne directrice, c'est quelque chose qui paraît plus simplement plus faisable, quoi. Oui, mais c'est aussi comme si quelqu'un me dit j'ai envie de faire de la photo, mais je n'ai pas envie d'avoir un appareil. Oui. Je dis bon, bah, si tu veux, mais bon, dessine. Voilà, fais tout au smartphone, transmets tout. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on fait de la photographie. Comme de même que si je veux apprendre à jouer du violon, bah, il faut quand même que j'ai un violon. Et il faut quand même que je passe du temps, que j'apprenne un peu. Si je veux apprendre à jouer de la guitare, La photographie a cette ambiguïté, c'est qu'elle est très facile d'accès, notamment maintenant avec les smartphones. Donc on appuie sur le bouton, on a une image, donc on se dit, voilà, ça y est, c'est fini. Ben, non, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui fait de la photographie, la prise de vue ne représente qu'une toute petite partie du travail, et même de l'activité, et même du plaisir. Si on n'a aucun plaisir avec le reste, c'est comme si on pratique un sport et qu'on n'a aucun plaisir à une partie de ce sport. Bon, ben, on fait la partie qu'on aime, mais on ne peut pas dire qu'on pratique le sport. Donc si on pratique la photographie, l'editing n'est pas une option, Ouais. l'editing est une obligation, entre guillemets, fonctionnelle, originale, radicale dans la photographie. Du temps de l'argentique, même, ça n'a jamais existé que quelqu'un ne fasse pas une sélection de ses photos. La seule différence, c'est qu'avant, on faisait une sélection sur un nombre de photos relativement réduite, et maintenant, sur un nombre très important. Beaucoup d'amateurs avant en argentique gardaient juste les tirages papier, faisaient des albums, collaient toutes les photos, voilà, parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas tant que ça dans l'année, quoi. Ouais. Voilà, maintenant on peut considérer aussi qu'on laisse toutes ces photos sur un ordinateur, et puis voilà, puis ça vivra ce que ça vivra. Et pour moi, ça ne me pose pas de problème, mais à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on pratique la photographie réellement. Voilà, on utilise un appareil pour enregistrer des moments familiaux, et je pense que si des gens sont sur cette chaîne dans ce programme, c'est qu'ils ont envie de faire autre chose que ça. Parce que sinon, c'est sûr, c'est pas la peine de passer 3 heures de formation juste pour faire des photos au smartphone et les mettre sur Instagram. Tout à fait. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelqu'un qui finalement serait vraiment très dans la prise de vue, etc. derrière, mais qui derrière préférerait déléguer complètement l'editing à quelqu'un qui peut-être voilà, qui l'estimerait plus compétent que lui pour ça, ou qui n'aurait peut-être juste pas envie de le faire? Alors disons que en tant que photographe-auteur, moi, ça me paraît pas possible. C'est-à-dire que, parce que c'est vrai que c'est très compliqué, c'est comme si, en gros, c'est comme si vous étiez peintre, vous livrez les couleurs et puis vous laissez faire quelqu'un le tableau presque. Voilà. Ouais. Après, ça existe en photographie professionnelle, c'est-à-dire qu'en photographie professionnelle, le photographe professionnel, quelle est la différence? Enfin, c'est très clair, le photographe professionnel travaille pour un commanditaire. Donc il est payé pour une prestation. Cette prestation peut être plus ou moins artistique, mais elle peut être aussi purement fonctionnelle. Donc, quand vous travaillez pour une boîte et qui veut ensuite des photos de ses produits, bon, ben, c'est eux, vous donnez toutes les photos, c'est eux qui vont choisir, parce que c'est eux aussi qui vont savoir quelles photos mettent le plus en valeur leurs produits. Vous avez à être un bon technicien, faire des photos propres, suivre leur compte. Et ensuite, c'est eux qui vont faire la sélection pour leur catalogue. À un autre niveau, on peut même dire ça pour des photographes plus, entre guillemets, connus d'une certaine façon en photojournalisme. Ceux qui travaillent pour des agences genre AFP, agences filaires, voire la photo de sport, ils ne vont pas faire leur editing, parce qu'en fait, ils sont sur le terrain, ils font des photos, ils les transmettent, et c'est là où on a un picture editor de l'autre côté qui va choisir les photos pour les mettre dans le pour les proposer au magazine, les proposer à la presse, etc. Donc c'est vrai que du coup, ces photographes professionnels, moi j'en rencontre certains, ont eu beaucoup de mal après, ont beaucoup de mal à passer à une pratique d'auteur, parce qu'eux, ils ont été l'habitude d'être des fournisseurs d'images, voilà, et ensuite d'avoir quelqu'un derrière qui, en fonction de ses critères de choix, ses critères professionnels, choisissait les photos. Et donc, c'était assez confortable d'une certaine façon. Ils n'avaient à se préoccuper que de la prise de vue. Donc, ça existe dans la photo, ça a existé. Ça existe beaucoup moins dans la photographie amateur,
pas du tout dans la photographie d'auteur. Et comme la photographie amateur est plutôt une photographie d'auteur, puisque le principe d'une photographie amateur, c'est qu'on n'a pas un commanditaire qui nous paye pour ça, c'est nous-mêmes qui sommes notre propre commanditaire. Donc, en étant le commanditaire, en gros, on est aussi l'éditeur de ces photos. Parce que bon, voilà. Après, on peut payer quelqu'un pour faire son editing, mais alors là, le danger, c'est que bon, l'œuvre ne nous appartient plus, même si la personne est très compétente, qu'elle en fait complètement autre chose, et que d'une certaine façon, on perd, pour moi en tout cas, on perd cette idée que la photographie est une œuvre personnelle, ça va être une œuvre collective. On va se rapprocher du cinéma, parce que c'est vrai qu'au cinéma, tous les metteurs en scène n'ont pas forcément le final cut au montage, notamment dans les grosses productions. C'est un travail d'équipe. La photographie a cette particularité aussi, que, même si elle a la logique du cinéma pour certaines choses, elle n'a pas du tout la logique en termes économiques et en termes de... Ce n'est pas des équipes de très nombreuses personnes, c'est souvent quelqu'un tout seul avec lui-même qui essaye d'extraire, encore une fois, la quintessence, la qualité de sa production. Et c'est vrai que demander à des gens, c'est un piège. Pourquoi ? Parce que, bon, vous connaissez vos photos, donc avec ce qui a un avantage et un inconvénient, mais demander au départ à faire une première sélection de tous vos brouillons, il y a très peu de gens qui vont avoir le temps de s'y consacrer. Donc, vous êtes dedans. Voilà. Et encore une fois, si vous n'avez pas un plaisir à revoir vous-même vos photos et les sélectionner, comment imaginer que d'autres personnes auront du plaisir à les voir, si déjà vous, elles vous ennuient. Voilà. Donc, c'est quand même ça l'ambiguïté de la chose. Donc, soyons clairs, dans une pratique amateur et une pratique artiste, une pratique auteur, on ne peut pas faire l'économie soi-même de son propre editing, du moins au début. On peut à la fin demander l'avis à d'autres personnes, on verra ça dans des cas concrets, mais tout le travail de base doit être fait par soi-même. Oui, il y a une différence entre montrer 100 photos à quelqu'un pour en sortir 50 et en montrer 5000. Quoi. Oui, voilà, quelqu'un sur une production finale, évidemment, il faut demander l'avis à d'autres personnes pour l'editing final. C'est tout à fait bien. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on a tous ces rushs, on ne peut pas demander à des gens de les sélectionner, même s'ils avaient le temps, même si vous les payez, même si vous les rémunérez, etc. Ils ne vont pas être dans une logique qui est la vôtre. Et donc, vous laissez échapper votre personnalité dans ce cheminement. Et je me faisais la réflexion que finalement, même en pratique amateur, si on prend la photo familiale par exemple, qui est vraiment la pratique amateur, on va dire presque naturelle, même des gens qui ne regarderont jamais une chaîne YouTube de photographie font de la photo de leur famille généralement, pour donner une importance à ces photos-là, généralement, il faut faire un livre photo, il faut faire quelque chose, il faut faire un objet, parce que c'est vraiment comme ça qu'on va faire plaisir à la famille. Moi, j'ai déjà offert des livres photos à la famille, je vois bien que c'est quand même pas pareil que d'envoyer des photos par message, quoi. Évidemment, il y a quelque chose de différent, et donc pour ça, par définition, il faut un editing, puisque on va faire un livre photo, on ne va pas en mettre 1500 dedans, ça n'a pas de sens. Peut-être même qu'on pourrait en faire un thème, enfin, il y aurait plein de manières de le faire, donc c'est-à-dire que même en photo amateur, qui est très grand public, ça paraît essentiel, et en fait, je pense même que le grand public en fait parfois sans forcément avoir ce process en tête, mais c'est quelque chose qui est, comme tu disais, tellement fondamental dans la photographie que finalement, même sans avoir une pratique photographique qu'on réfléchit dans la tête, à un moment, ça devient nécessaire. Oui, tout à fait, parce que les albums de famille, c'était une sorte d'editing fait pour transmettre. Et c'est vrai qu'on enlevait les photos ratées, ou on enlevait, il y avait un minimum de tri quand même. S'il y avait 12 photos de la même personne au repas, on n'en regardait peut-être pas les 12. Enfin voilà, après chacun faisait ce qu'il voulait. Après, c'est vrai que c'était sur une quantité assez restreinte que sur les événements, puis on connaît bien l'histoire, souvent les images qui dormaient longtemps, et puis à un moment, voilà. Mais si on veut que... Soyons très très clairs, pour moi, je reviens sur l'image de l'objet, c'est-à-dire que si on veut qu'on ait une photo, il faut qu'il y ait un editing. C'est-à-dire qu'en gros, on fait des images au départ, qu'on transmet par WhatsApp, par Facebook, tout ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Et ça va devenir une photo au moment où c'est édité et tiré sur papier, quoi, et sélectionné d'une certaine façon. Voilà, c'est là où ça devient une photo, de même que si on pratique la musique, c'est pas juste en prenant une guitare et en faisant 3-4 accords qu'on joue de la musique, quoi. Donc à un moment, il y a quelque chose de l'ordre de se passionner pour un hobby, une passion, un art, on met le mot qu'on veut, et qui nous enrichit, parce que l'editing n'est pas qu'une sanction des photos, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord c'est un plaisir, mais c'est aussi une façon de revoir comment on a travaillé, de progresser, c'est-à-dire que faire son editing,
ça fait progresser en prise de vue très fortement. C'est-à-dire qu'on se rend compte de ses erreurs, on se rend compte, tiens, celle-là, elle marche, mais pourquoi elle marche? Tiens, au fait, c'est vrai, là, j'ai bien fait. Ah, mais là, j'aurais peut-être dû me déplacer, mais pourquoi j'ai pas mis cette photo? Pourquoi j'ai fait cette photo comme ça? Voilà, donc ça nous permet, en fait, d'avoir un retour d'expérience sur notre travail et d'avancer petit à petit. Si on ne regarde pas ces photos, on ne progresse pas d'une certaine façon. On fait un jeu en aveugle où on fait des photos, on fait des photos, on fait des photos, puis on fait toujours les mêmes. Ouais. Et finalement, toutes se valent. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas une meilleure photo. Donc ça aussi, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que l'editing, c'est pas de choisir la meilleure photo parmi 10 de la même scène. Oui, c'est rare qu'il y ait une photo qui se détache absolument. Quand ça arrive, c'est un grand bonheur, parce que là, celle-là est réussie. On est très content quand on a 9 photos ratées et une réussie sur une scène. Parce que là, on n'a pas de choix. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on a 3 photos sur une scène qu'on a photographiée 10 fois, 3 photos vraiment réussies, et 5, 6, on se trouve qu'elles sont chacune des qualités. Celle-là, elle est mieux pour le cadrage, celle-là, peut-être pour la lumière, mais là, le personnage qui passe, est-ce que c'est pas mieux? Ah, mais oui, mais le personnage, là, il passe mieux, mais... Ah oui, mais là, j'ai ça en trop, là, j'ai ça en moins, voilà. Et donc, c'est un choix, un arbitrage entre des photos. C'est très rare qu'une photo s'impose absolument par rapport à d'autres. C'est un des problèmes que les gens ont relaté le plus, c'est d'avoir des photos qui, entre guillemets, se ressemblent trop. Et du coup, et puis qu'elles trouvent toutes bonnes au même niveau. Donc après, il faut en choisir une. Après, des fois, pour rire, quand je fais mes stages, je dis, c'est comme vous êtes au restaurant ou devant un buffet. Même si tout est bon, vous ne pouvez pas tout manger, quoi. À un moment, il faut juste se dire, je vais manger ça et ça, je vais prendre du plaisir, et puis tant pis, j'oublie le reste. Tant pis pour les profiteroles et le tiramisu, j'ai déjà pris du phare breton, qui était très très bon. Je ne vais pas être malade pour avoir voulu manger tout ce qui était bon. S'il y en a qu'un qui est bon, c'est plus facile de choisir. Si tout est bon, on choisit quand même, parce que la vie est faite de choix, quoi. Oui, et puis en plus, en photographie, l'avantage, c'est que... Absolument, il n'est pas complètement définitif. Si un jour on a envie de faire un tirage de l'autre parce que finalement, ça marche mieux, ça, on en reparlera, mais il faut quand même, quand on le fait, se dire qu'on est à peu près dans une logique définitive, parce que s'il faut chaque fois... Il faut pas remettre en question tout le temps, mais il faut pas non plus mettre la pression en se disant c'est la fin de... Je supprime les autres. C'est pour ça qu'on peut le dire tout de suite, mais quand on en reparlera, l'idée, c'est de faire à chaque fois une version RAW et une version JPEG. On fait un editing sur le JPEG et on garde le RAW en backup sur des disques durs externes où on a tout. L'idée, c'est de garder une version complète, quelque part, comme quelque chose un peu de secours qu'on met dans un autre endroit, qu'on peut toujours retrouver. Ça rassure, voilà, même si on ne s'en sert pas, ça rassure. Et de faire son editing en jetant des photos sur la version JPEG. Moi, je conseille ça. Après, il y a plein d'autres façons de faire, mais il y a l'idée de se dire, oui, je pourrais y retourner, mais quand on fait un editing, globalement, soyons francs, en numérique, on va très peu y retourner. En argentique, on y retournera plus et je vous expliquerai pourquoi. Voilà, j'espère que cette discussion avec Jean-Christophe vous aura fait comprendre l'intérêt de l'editing. Et cette discussion, elle sert aussi d'introduction à notre nouvelle formation qui s'appelle Editing, le cœur de vos projets photos. Et dans cette formation, on va vous donner tous les outils pour enfin maîtriser l'editing. Donc pour faire une sélection efficace et pertinente parmi vos images, pour construire une série cohérente qui raconte une vraie histoire, pour prendre les bonnes décisions d'editing sans regret ni frustration. Et parce que comme on l'a dit, l'editing c'est vraiment un sujet essentiel qui cristallise beaucoup de difficultés chez les photographes, surtout depuis le passage au numérique. On n'arrive pas à choisir parmi les nombreuses versions similaires d'une même scène. On a du mal à lâcher prise sur certaines images même si elles ne rentrent pas dans notre série. On doute constamment de nos choix avec la peur de passer à côté des meilleures photos. On évite de passer par la quantité parce que le tri ça peut prendre un temps fou si on n'a pas une méthode claire. On peine à rester objectif et prendre du recul sur nos propres images. On manque d'une méthodologie solide pour vraiment aller à l'essentiel. Bref, voilà, c'est compliqué et c'est bien normal parce que l'editing ça ne s'improvise pas. C'est vraiment une compétence à part entière qui demande de la méthode, du recul et une capacité à faire des choix tranchés et dont en plus on parle honnêtement très très peu sur les chaînes ou les sites photos. Mon but avec cette formation c'est donc de vous donner un process clair et applicable pour tous vos projets photos. Donc je veux que vous sachiez rapidement évaluer le potentiel de chaque image. Je veux que vous soyez capable de faire une sélection resserrée et percutante qui raconte une histoire. Je veux que vous ayez une méthode claire pour éditer vos images. Je veux que vous osiez faire des choix radicaux en ayant confiance en votre vision. Je veux que vous créiez des séries cohérentes et fortes qui
capte l'attention et je veux aussi que vous puissiez enfin concrétiser vos projets photos en allant à l'essentiel, en faisant un bon editing. Alors avec Jean-Christophe, on a donc conçu un programme qui est très complet pour vous faire progresser sur l'editing avec beaucoup d'exemples détaillés qui sont tournés chez lui avec ses photos, ses tirages de lecture et ses maquettes de livres. Donc c'est vraiment très très riche là-dessus. Et dans le module 1, on pose les bases en abordant toutes les grandes questions qui se posent quand on veut éditer une série de photos. Donc dans ce module, vous allez apprendre comment les idées reçues sur l'editing vous bloquent complètement et peuvent vous arrêter en fait avant même d'avoir commencé. La différence importante entre sélectionner et ranger ces images. Une méthode simple pour ranger vos images et ne plus y penser parce que le rangement c'est pas l'essentiel. Les critères clés pour juger du potentiel d'une photo et faire une sélection et le rôle important du temps dans l'editing. Dans le module 2, on revient au basique en travaillant sur planche contact comme à la grande époque de l'argentique et c'est une bonne manière en fait de commencer simplement à vous montrer comment fonctionne l'editing avec une quantité plus raisonnable de photos, mais ne vous inquiétez pas, les principes évidemment sont les mêmes qu'en numérique. Donc on travaille sur le dernier projet de livre de Jean-Christophe, African Memories, dont le crowdfunding est en cours en ce moment même, donc c'est vraiment une occasion unique de voir les coulisses d'un livre photo qui est à paraître. Au menu, le processus complet d'editing pour son livre. Comment il a édité sur planche contact, la place des tirages de lecture et des premières maquettes de livres, plusieurs exemples de choix entre plusieurs images qui sont complètement détaillées pour vous, et puis les vidéos complètes des maquettes de livres, y compris les maquettes d'époque, pour que vous voyez un petit peu les différentes évolutions qu'a fait Jean-Christophe au cours de ce projet. Dans le troisième module, Jean-Christophe vous donne une approche complète en 3 étapes, depuis le premier tri jusqu'à la sélection finale pour votre projet. Il prend comme exemple un projet en cours sur la ville de Rio qui va apparaître en 2025. Donc là, c'est vraiment un accès unique au cœur de son processus artistique vu que c'est même pas fini pour le moment. Et donc, vous découvrirez déjà 2 méthodes différentes de premier tri sur ordinateur, l'editing des tirages de lecture de son projet et les premières maquettes de ce projet. Mais les critères et la méthode varient selon que vous préparez une exposition, un livre ou un portfolio. Et dans le 4e module, on va justement passer en revue les spécificités de chaque format. Donc comment éditer pour un livre avec l'exemple de ces carnets, en fait vous aurez plusieurs livres, comment éditer pour une expo, comment étudier le lieu et quel choix faire pour ses tirages et ses encadrements, et comment éditer pour un portfolio. Et enfin, j'ai voulu vous proposer un 5e module très pratique avec beaucoup d'exemples d'applications pour bien que vous compreniez. Donc tout d'abord, Jean-Christophe réédite un de ses travaux pour une finalité différente pour vous montrer la différence dans ses choix selon la finalité. Vous verrez aussi l'éditing complet de A à Z des photos d'un projet commun pour un projet exposition de Thomas et moi. Donc vous verrez notre editing à nous et l'editing final de Jean-Christophe. Vous verrez aussi l'editing de 2 autres de nos séries et aussi le commentaire détaillé des livres qui, d'une manière générale, ont inspiré Jean-Christophe pour son editing. Donc je suis vraiment très heureux de collaborer avec lui pour cette formation. C'est sans doute une des personnes les plus légitimes en francophonie pour parler de ce sujet grâce à ses multiples casquettes de journaliste, formateur et évidemment artiste, photographe reconnu. Il a non seulement la légitimité d'artiste pour parler d'editing puisqu'il est auteur de plus de 30 livres photos et a été exposé 70 fois, dont à la BNF et à la MEP ainsi que la dernière grande expo du Salon de la Photo, mais aussi le talent pédagogique pour vous aider au mieux à progresser en editing. Et c'est quelque chose qui est vraiment difficile à enseigner parce que c'est très subjectif, mais Jean-Christophe y arrive avec brio. Donc vu l'incroyable quantité de savoir dispensé avec un photographe qui n'est honnêtement pas n'importe qui, j'ai pensé à proposer cette formation pour davantage que le tarif habituel, mais au final j'ai réfléchi et j'ai décidé de le laisser au même prix que les autres essentiels parce que la pratique artistique de la photo devrait être accessible à tous et je me suis dit on va pas faire plus cher parce que c'est de l'art, au final on va essayer de rendre ça accessible. Donc la formation elle sera vendue 99 € comme les autres et comme les autres pour son lancement cette semaine uniquement vous pouvez l'obtenir pour seulement 49 €, soit 50% de réduction. Je vais être honnête avec vous, 49 € pour une formation complète sur l'editing avec Jean-Christophe Bécher dans les coulisses de la création de son dernier livre et même d'un livre à paraître en 2025, honnêtement c'est donné. Alors Jean-Christophe m'a aussi proposé de vous offrir une 2e formule pour celles et ceux qui le souhaitent, à savoir passer 2 heures de coaching directement avec lui pour éditer vos photos pour votre projet. Ça se passera à Paris, il faudra prendre rendez-vous avec lui, vous aurez toutes les infos pour le faire bien sûr pour ceux qui choisiront ça. Et donc cette formule, elle coûte seulement 249 €, donc ça inclut la formation en ligne et elle ne sera proposée qu'à 10 personnes. Donc si ça vous intéresse, dépêchez-vous. La promo de lancement est valable jusque ce dimanche 5 mai inclus seulement, donc ne tardez pas. Et comme d'habitude, la formation est garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours, donc vous ne prenez aucun risque. Toutes les infos pour vous inscrire sont dans le lien qui est juste en dessous. J'espère vous retrouver nombreux dans la formation et je vous dis à plus tard cette semaine pour un extrait offert de la formation où Jean-Christophe explique en détail l'editing pour un de ses livres et comment le format du livre va influencer l'editing. D'ici là, je vous dis à bientôt et bonne photo.